je suis Véronique Desjardins, je suis conservatrice en chef du patrimoine à la région Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai pris longuement de l'androcure qui m'ont provoqué des méningios multiples. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous attaquer aux fabricants du médicament. Pourquoi? Parce que ce fabricant était au courant de l'existence du risque depuis des études de 2008 et que jamais l'alerte n'a été faite avant ces derniers mois. Moi, mes méningios m'ont été diagnostiqués en 2013. J'aurais pu passer des imageries régulières et arrêter le médicament avant que ces méningios ne provoquent des gros troubles visuels et autres. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que ça va changer d'attaquer Bayer? Alors, attaquer Bayer, c'est d'abord une indemnisation du préjudice, parce que je travaille plus qu'à 80%. J'ai eu 10 mois de longue maladie, 6 mois de mi-temps thérapeutique, et j'ai toujours de très lourdes rééducations. Donc l'idée c'est j'attaque Bayer pour une indemnisation de mon préjudice à moi, mais également pour que l'action est également pour l'ensemble des filles et des hommes qui ont pris ce médicament, parce qu'aujourd'hui on parle que des filles, mais il y a également des hommes qui sont victimes. Et il faut parler de tout le monde, et quelques transsexuels également. Quand on décide à un moment de se lancer dans une bagarre comme ça, à quoi on pense? Parce qu'on sait, il y a les antécédents, tout le monde pense au Mediator, voilà, on a plein de noms en tête comme ça de médicaments qui parfois défraient la chronique. Et c'est une personne toute seule, un assuré social qui se retrouve face à un géant ou de l'agrochimie ou de l'agro-industrie ou de la pharmacie. On n'y va pas avec une certaine appréhension à ce genre Alors, de on y procès? va tout seul, mais pas vraiment tout seul, puisque y a 2 gros cabinets d'avocats qui sont sur l'affaire, et ils étudient la partie médicale et regroupée en fait. Donc la recherche globale du préjudice, de comment les alertes ont été faites ou pas faites avec les autorités de santé, les déclarations de pharmacovigilance. Donc tout ça c'est regroupé et mutualisé par un ensemble de femmes. En revanche, c'est chacun qui attaque, qui demande une indemnisation au civil, et au civil c'est des actions individuelles. Parce que si on prenait l'option, enfin moi j'ai pas pris l'option de l'attaque au pénal, qui est en cours par un groupe d'une quarantaine de femmes, parce que ça va être le pôle de santé publique et une action encore plus compliquée. D'accord. Et là c'est des définitions pénales. Moi l'idée c'est l'indemnisation du préjudice individuel. Mais en fait, il y a beaucoup d'actions là judiciaires, toutes confondues, on va dire, devant différentes juridictions, qui vont avoir lieu là ces prochains jours, mois, années, autour de ce problème de la prescription Il de y ce médicament. a beaucoup de personnes qui sont en train d'essayer de constituer les dossiers. Après, c'est pas évident de le constituer parce que je sais pas si beaucoup de monde conserve des ordonnances qui datent de 30 ans ou 25 ans, les originaux. Donc il faut réunir au minimum l'ensemble des comptes rendus, faire réunir beaucoup de pièces pour prouver qu'on a bien pris le médicament. Puis établir le lien de cause à effet. Donc les premiers cas serviront de jurisprudence pour les suivants. Je pense qu'après, il y aura ça sera plus facile pour les suivantes, sachant que quand on attaque au civil, c'est nous qui finançons entièrement la procédure. Donc ça peut être que des personnes qui ont un certain revenu. Celles qui ont été obligées d'arrêter leur travail suite à la prise d'androcure ne peuvent pas se lancer dans ce genre. Financièrement, je pense que c'est très compliqué pour eux. Justement, vous avez pas peur de vous lancer dans ce combat? Enfin voilà, on pense à Paul François contre Bayer Monsanto, Oui, on pense à d'autres personnes avec le Mediator. C'est un, c'est c'est un une sacré petite combat, dizaine quoi. d'années, ouais. Je pense. Enfin, Comment ça? Monsieur François, ça a duré 7 à 8 ans. Je pense que l'ensemble des procédures risque de durer un certain nombre d'années. Donc là, c'est le premier acte de procédure pour la demande de nomination de l'expert. Il y a eu un premier report il y a 3 semaines pour des raisons d'avertissement divers et variés. Mais donc demain, l'audience est est une demande de fixer un expert, et on a assigné au tribunal l'ensemble de la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire aussi la NSM, la sécurité sociale, mon gestionnaire de sécurité sociale qui est la MGEN, le médecin prescripteur et le pharmacien qui a délivré le médicament sans avertir des changements de notice en 2011. D'accord, donc ça fait beaucoup de monde à qui vous avez des choses à reprocher. Là, l'idée,
on essaye d'avoir la chaîne complète, puisque la responsabilité effectivement principale, c'est Bayer qui a fabriqué le médicament. Mais à partir du moment où il y a eu des alertes médicales en 2008 et autres, l'ensemble de la chaîne aurait dû se déclencher. En particulier, la NSM aurait dû signaler plus fortement et faire les opérations qui viennent de se faire depuis quelques mois, à savoir la délivrance du médicament sous des conditions très strictes et avec des imageries régulières du cerveau pour vérifier s'il y a ou non apparition. Et dès qu'il y a apparition, on arrête le médicament. Justement, c'est ce qui se produit là. Depuis très récemment, la Sécurité sociale a décidé d'avertir toutes les personnes qui ont pris ce traitement pendant de nombreuses années. Oui, là sur la pression donc, du professeur Fröhlich, qui était le premier à avoir averti en 2008, puis de plusieurs collectifs de patientes victimes, il y a eu toute une série de réunions à la NSM qui ont permis de mettre en place cette procédure. Et donc, depuis le 1er juillet, les nouvelles patientes qui prennent de l'Androcur et à partir du 1er janvier l'année prochaine pour les autres, la prescription sera beaucoup plus limitée, puisque d'abord, elle ne pourra plus être prescrite en dehors des cas prévus dans l'autorisation de mise sur le marché. Et il ne pourra plus... Ce sera très surveillé. Ça sera très surveillé. Il y aura des IRM obligatoires à la remise, à la première prescription, puis à 5 ans, puis tous les 2 ans. Donc, comment ça s'est passé Donc ça finalement c'est déjà, même si votre combat judiciaire va être très long, ça c'est déjà une première victoire finalement. Le fait que déjà, voilà, oui, ça pour les alertes étaient prises en compte. Oui, sauf que ça aurait pu être fait depuis... il s'est passé 11 ans quand même entre la première publication scientifique sur le problème, de signalement du problème, et la mise en place d'une enquête et qui a révélé déjà plus de 500 cas de méningiomes sous Androcur dans une enquête de la sécurité sociale, mais qui n'est pas complète puisqu'elle exclut les hommes, par exemple. Et du coup, vous êtes en colère par rapport à ça? Vous êtes de savoir qu'on a attendu autant de temps Oui, parce que déjà, moi, si j'avais passé des IRM, la dernière IRM, peut-être le 98, où il n'y avait rien. Et les méningiomes ont été découverts en 2013, au moment où j'avais des symptômes importants. Entre 98 et 2013, dans la procédure actuelle, j'aurais passé des IRM tous les 2 ans et j'aurais pu arrêter de prendre le médicament à partir du moment où il y avait une apparition de ces lésions cérébrales. On vous sent extrêmement sereine, posée, calme face à ce combat, alors que voilà, vous vous attaquez encore une fois à un géant de la pharmacopée, on va dire, européenne, voire mondiale, quoi. Vous êtes... Bon, moi, mon opération a quand même 6 ans. Enfin, le diagnostic a été posé il y a juste 6 ans au CHU de Poitiers. L'opération a été faite en novembre 2013, donc j'ai eu un peu le temps de digérer l'annonce, toute la partie colère, annonce qui arrive toujours après une maladie grave. Ensuite, la colère reste et la maladie est là au quotidien et en permanence puisque j'ai un déficit musculaire sur certains muscles, j'ai des troubles visuels, j'ai plus d'odorat, donc au quotidien, la maladie est présente et en permanence et rappelée tout au long de la journée. Mais faut prendre j'ai pris un peu de recul, j'ai eu le temps de prendre du recul, tout en gardant quand même un certain fond de... Lorsque vous avez alerté Bayer sur vos inquiétudes, vos incompréhensions, votre questionnement sur le fait d'avoir pris ce médicament alors que vous aviez ces développements, comment ils ont réagi? Quels ont été les premiers retours que vous avez eus du laboratoire en fait? Alors en 2013, normalement le CHU aurait dû déclarer mon cas à la pharmacovigilance et en fait ne l'a pas fait. Et je ne l'ai su que quand il y a eu les nouvelles alertes en 2018, toutes les femmes qui avaient eu connues qui ont eu des méningiomes sous Androcur, on a essayé de se déclarer à l'ANSM. Donc moi, ma déclaration à l'ANSM personnelle a été faite en septembre 2018. Et en même temps, j'ai fait une déclaration au laboratoire Bayer d'un incident de santé. D'accord. Et ils m'ont répondu que leur produit était sûr, qu'ils transmettaient aux autorités de santé, mais que leur produit était sûr et que ce n'était pas dû à leur produit. Aujourd'hui, c'est leur ligne de défense. Aujourd'hui, leur ligne de défense par rapport à l'assignation pour demain, c'est d'abord que les faits sont prescrits. Ensuite, que c'est pas sûr que j'en ai pris. Ça, je peux prouver que j'en ai pris. Il y a de la jurisprudence qui montre que c'est pas... Et donc, ils remettent en cause même la nomination d'un expert en disant que, que le préjudice, il n'est pas lié à eux.
D'accord. Mais bon, c'est une ligne de défense à laquelle Mais ça on doit- pouvait s'attendre. vous y attendiez, mais ça doit être dur quand même de devoir faire face à ces dénégations par rapport à votre maladie. Est-ce que vous avez vécu aux souffrances, au handicap que vous avez aujourd'hui? Ouais, ils ont renvoyé en plus un mémoire de 29 pages quand même, donc ils se sentent, enfin on sent qu'ils se sentent quand même, ils ont mis en avant des arguments juridiques, de la jurisprudence, on voit qu'ils sont dans la défense pure et dure. Et ils ont déjà obtenu, pour 3 femmes qui avaient fait la même démarche à Bobigny, un report jusqu'à fin septembre de l'audience. Donc nous, on a eu de la chance à Poitiers, c'était un report de 3 semaines, Mhm. avec un engagement à ne pas reporter à nouveau l'audience. Et donc vous vous sentez comment là, à la veille de cette audience? Bah, un peu stressée parce que, bon, même si c'est mon avocat qui va essentiellement parler. Et puis ensuite, les expertises, ça va être une phase compliquée puisque ça va remettre à plat les 500 pages du dossier. L'expert est chargé de définir pourquoi j'ai pris de l'Androcur, combien de temps j'en ai pris, les preuves et d'établir toutes les conséquences sur tous les plans qui existent. On a l'impression avec ce cas que finalement la médecine bien souvent rentre dans une certaine routine, qu'on peut renouveler des ordonnances comme ça sur des années, des années, des années, délivrer le médicament sur des années et des années, sans plus du tout se poser de questions, sans plus s'intéresser à l'évolution de la littérature en ce domaine, ne plus être vigilant en fait, enfin, comme si le fait qu'on soit dans un traitement de longue durée faisait que finalement tout le monde perdait un peu sa vigilance qu'il devrait avoir, enfin, en tant que médecin, en tant que pharmacien. Oui, ça devient une routine. Tous les 6 mois, on recopie une ordonnance et on met les mêmes mots, Androcur, Estreva, et puis un autre médicament pour une autre maladie que j'ai. Et c'est recopié de mois en mois, c'est délivré de mois en mois, et il n'y a aucune remise en cause. Mais actuellement, les médecins n'ont pas beaucoup de recul sur les médicaments qu'ils prescrivent. Il y a 15 jours au CHU, une ophtalmo m'a prescrit un médicament qui est strictement interdit dans mon cas. Je l'ai vu parce que maintenant je lis très attentivement les notices. Et je lui ai signalé, à la direction des usagers au CHU pour essayer d'améliorer aussi la chaîne de prescription. Et à la Défense, quand j'ai revu l'ophtalmo pour un autre contrôle la semaine dernière, elle me dit mais moi je prescris 300 médicaments, je ne peux pas connaître toutes les exclusions. C'est quand même le rôle du médecin de savoir, c'est pas au patient de savoir. Bon, l'exclusion était pour une cause très rare, parce que j'ai une autre maladie rare. Ouais. Donc, mais n'empêche qu'elle m'a prescrit un médicament interdit et que elle se remet même pas en cause. Enfin, elle dit on peut pas connaître l'ensemble des exclusions. Donc, pour moi, il y a un problème on va travailler, enfin le service juridique du CHU et les UAG vont travailler sur une meilleure prescription et sur une meilleure l'utilisation des logiciels d'aide à la prescription qui existent mais qui ne sont pas utilisés par l'ensemble des médecins. Et puis il va falloir aussi jouer, je pense, sur l'enseignement de la prescription. Savoir comment on prescrit, qu'un médicament, quand on a une infection de longue durée, c'est pas parce qu'on a une infection de longue durée à vie, c'est-à-dire auparavant c'était délivré pour 10 ans, puis après tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans on refait des papiers, la Sécu nous dit oui vous avez toujours une maladie, elle ne guérira pas. Donc voilà, donc ça se fait comme ça et c'est renouvelé. On ne pense pas que la maladie a pu évoluer, la maladie d'origine a pu évoluer. On ne se méfie pas sur est-ce que ce médicament a provoqué des effets secondaires ou pas sur le long terme. Parce que c'est quand même un médicament qui est prescrit depuis 81. J'avais un suivi, alors c'est un médicament qui entraîne des troubles, éventuellement des troubles hépatiques. Pour les troubles hépatiques, j'avais un suivi. Enfin, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'apparition de troubles hépatiques. Mais c'est la seule chose pour laquelle j'ai été suivie par rapport aux effets secondaires possibles de ce médicament. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce médicament, il vous a causé beaucoup de problèmes, mais il vous a aussi aidé à une époque? C'est ça qui est terrible. Enfin... Oui, pour la partie, quand j'avais des ovaires polykystiques au tout début, avec des kystes et de l'hirsutisme, c'est-à-dire des poils qui poussent partout, une virilisation, puisque j'avais trop d'hormones masculines par rapport aux hormones féminines, à cause des ovaires polykystiques. Oui, ce médicament m'a aidé. J'ai essayé de l'arrêter au tout début, après 2 ans de prise, j'ai essayé de l'arrêter pendant 3 mois et la maladie est revenue, les dosages hormonaux ont prouvé que la maladie revenait et j'étais obligée de le reprendre. Mais du coup,
Sur le long terme, est-ce que la maladie serait passée? Parce que les ovaires polykystiques éventuellement peuvent s'améliorer. Mais il n'y a pas eu d'autres essais d'arrêt et jamais de proposition d'essai d'arrêt. On m'a dit c'est définitif. Enfin, vous avez des ovaires polykystiques, ça ne guérira pas. Jusqu'à la ménopause, vous prenez de l'androcure. Et cet androcure, malheureusement, il a développé chez vous 3 méningiomes qui compriment, dont 2 compriment les nerfs optiques. Donc un a été enlevé, l'autre déforme toujours fortement l'orbite gauche et me provoque toujours des troubles visuels importants. D'accord. Donc aujourd'hui, vous ne voyez pas bien. Aujourd'hui, je vois pas bien, je vois jusque là, je vois pas là, je vois pas en bas, donc ça pose des problèmes de stabilité. Et celui qui est inséré ici, dans la faute du cerveau, me provoque des troubles. Il frotte sur les terminaisons nerveuses, donc j'ai des problèmes sur le pied et sur la main. Vous diriez que vous êtes dans une situation aujourd'hui pire que si vous n'aviez pas pris l'androcure? Oui, quand même, au quotidien, c'est des rendez-vous médicaux, plusieurs rendez-vous médicaux par semaine, c'est de l'orthophoniste, c'est du kiné, c'est de la rééducation en dehors de ces rendez-vous fixes, puisque c'est tous les jours. Toutes les heures, en fait, j'ai des exercices à faire pour certains, pour travailler la mémoire de travail, pour travailler l'odorat, pour travailler l'équilibre. Donc, comme j'ai une pause visuelle toutes les heures au bureau, cette pause visuelle de 5 minutes, elle est utilisée à faire des exercices de rééducation. Donc c'est tout le temps là. C'est tout le temps là, quoi. Et quel est l'avenir aujourd'hui pour vous, médicalement, s'entend? Médicalement, il y a une discussion entre neurochirurgiens sur Poitiers, sur Tours, et sur un chirurgien maxillofacial pour voir si on peut améliorer les choses pour réduire l'exophtalmie, donc réduire la tumeur qui épaissit et qui me projette l'œil en avant. Actuellement, les neurochirurgiens de Poitiers pensent que c'est trop, que le risque est supérieur au bénéfice. Donc j'avale de la cortisone à haute dose et j'ai des contrôles visuels tous les 3 mois et c'est réévalué, le bénéfice-risque est régulièrement réévalué. J'aurai un rendez-vous à la rentrée à Tours pour réévaluer aussi avec eux comment ça peut se faire. Donc en fait, là, vous passez votre vie à passer des examens, à aller voir des spécialistes. Là, je viens d'avoir 2 semaines de vacances, j'avais qu'une journée sans rendez-vous médical. Voilà, 2 semaines de congé. Ça a complètement bouleversé votre vie, quoi, ce médicament. Oui, et puis c'est difficile de se projeter dans l'avenir parce qu'en fait, on va d'un rendez-vous médical à un autre. C'est quelques millimètres qui sont concernés, mais vous avez le neurochirurgien, le neurologue, le neurophysiologue, le neuropsychologue, parce que ça atteint. Enfin, c'est beaucoup de spécialistes, chacun. Alors il y en a, c'est tous les 3 mois, il y en a, c'est tous les 6 mois, il y a l'ophtalmo, il y a les orthoptistes, il y a plusieurs orthoptistes parce qu'il y a différentes choses qui sont contrôlées à chaque fois. Donc c'est des spécialistes différents parce qu'en fait chacun, comme c'est hyper spécialisé, vous avez le chirurgien maxillofacial qui fait la partie os, l'ophtalmo qui fait la partie œil jusqu'à l'os et le neurochirurgien qui fait la partie derrière l'os. Donc sur 5 ou 6 mm, vous avez déjà 3 personnes différentes qui n'ont pas forcément la même évaluation du risque et du bénéfice, etc. Donc et justement, vous aimeriez que ces complications médicales elles soient reconnues par la justice aujourd'hui? Oui, que ce soit reconnu. Noter que c'est dû à ce médicament, déjà, et puis indemniser, ne serait-ce que parce que je suis à 80% et que voilà, la compensation du salaire et la compensation pour la retraite, si j'arrive jusque-là, parce que voilà, j'ai 2 petites bombes toujours dans le cerveau. Donc, Des bombes? Ces méningiomes, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir. Ils sont censés, certains diminuent à l'arrêt de l'androcure, les miens sont ossifiés, donc ça frotte. Ça provoque des œdèmes dans le cerveau, donc oui, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Après, par rapport à d'autres femmes qui ont été opérées, il y a des gens qui ont des séquelles bien supérieures. Mais moi, j'ai la chance, j'ai pu reprendre le travail, même si ce n'est pas à plein temps. Donc, ce qui permet, sur le temps de travail, de faire un métier assez passionnant. Donc, pendant ce temps-là, on n'y pense pas trop, à part aux pauses. Ouais. Toutes les heures, le petit flash marqué pause visuelle sur l'écran. Ouais.